Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné de Clémence Cornet. Bonjour Clémence. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Joyeux, et toi ? Ouais, très content de te retrouver dans tes locaux. Évidemment, tu vas nous parler de ton activité et tout. Mais d'abord, tu vas te présenter, s'il te plaît. Donc, je suis Clémence Cornet, j'ai 48 ans et je suis la cofondatrice de Redim Médical, qui est une start-up qui a pour ambition de développer la première filière de réemploi des dispositifs médicaux. Et voilà, on est une jeune start-up pleine d'ambition. Oui, tout à fait. Et puis en plus, tu vas pouvoir nous évoquer toutes les galères que vous avez eues avant d'en arriver là, parce que vous avez seulement 3 ans. Mais moi, je suis assez admiratif du parcours, on va dire, réglementaire que tu as dû affronter avant tout ça. Mais ce qui m'intéresse avant d'arriver à Redim et tout ce milieu médical, tu as eu aussi une première expérience dans l'économie circulaire qu'on va dire hyper significative. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, s'il te plaît ? Effectivement, tout a commencé il y a, je pense maintenant, presque 8 ans, où j'étais à l'époque dans le groupe Eram, où j'ai passé presque 20 ans et en tant que directrice de marque chez Bocage, j'ai initié tous les modèles circulaires dans la chaussure. Et donc, j'ai mis les 2 pieds dans l'économie circulaire en lançant la location de chaussures donc, chez Bocage et l'offre de seconde main qui en découle. Puisque oui, on peut louer ses chaussures chez Bocage et on peut acheter des chaussures reconditionnées chez Bocage. C'est un modèle qui a fait ses preuves, qui existe toujours et que je me suis follement amusée à développer. C'était assez précurseur il y a 8 ans. Et donc, forte de cette expérience, j'ai souhaité dupliquer ce modèle dans la santé. Ok, excellent. Et alors, juste pour être un peu plus complet sur cette expérience, qu'est-ce qui t'avait mis déjà la puce à l'oreille sur ces activités de réemploi et surtout de réparation des chaussures ? En fait, on était dans un moment, comme on en connaît systématiquement avec ces petits problèmes de croissance des entreprises où on se repense systématiquement. Et en tant que directrice de marque, notre problématique il y a 8 ans, c'était de se dire comment on va réussir à générer de la croissance tout en faisant plaisir à nos clientes qui puissent continuer à se faire plaisir avec la mode, mais dans un contexte où on commençait quand même un peu à sentir les problématiques environnementales. Et c'est vraiment dans cette logique-là de se dire comment on va réussir à générer de la croissance, mais tout en diminuant notre impact. Mmh. C'est vraiment de ça qu'on est parti. Et du coup, on a abouti à cette nouvelle offre de location où on s'est on a fait ce pas de côté en repensant la manière de consommer des femmes qui utilisent souvent un quart de leur dressing. Oh, ouais, tout à fait. Et on est vraiment parti de ce constat-là. Et ça a été une vraie révolution à petite échelle parce que ça représente toujours un chiffre minime de l'activité, mais ça a été un vrai vecteur de communication. Et puis d'apprentissage et tout. Et puis en plus, moi je disais une bêtise, mais vous avez encore la chance d'avoir aussi pas mal de sites de production aussi en France. Donc ça permet aussi de non seulement faire les liens avec la qualité et tout, et puis surtout peut-être d'améliorer encore plus les produits. C'est exactement ça. Ça faisait vraiment partie d'un projet global stratégique sur lequel on venait appuyer toutes nos forces en montrant, c'est la meilleure preuve en fait de nos engagements que de montrer que les chaussures étaient durables, qu'elles pouvaient avoir plusieurs vies. C'est une très belle preuve et du coup ça mettait en avant à la fois le côté made in France puisque 25% des chaussures Bocage sont fabriquées dans l'atelier de Montjean-sur-Loire dans le 49
Et donc, ces produits sont ensuite retournés dans notre atelier, sont reconditionnés et on a en fait rien ajouté à ce qui existait déjà. On s'est juste appuyé sur nos réseaux de boutiques, nos réseaux logistiques, nos réseaux d'usines pour développer ce modèle vraiment 100% bocage. Donc c'était un vrai projet d'entreprise. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent les gens en viennent à l'économie circulaire parce que ils ont un attrait pour l'économie circulaire et tout. Et toi, c'est d'une connaissance métier, finalement, que tu t'es dit comment on peut repenser le métier par la suite et que tu es venu à l'économie circulaire. Et ça me permet en plus de faire la transition avec la suite. C'est que c'est cette expérience dans l'économie circulaire qui t'a finalement donné envie de l'appliquer dans un domaine différent, peut-être en plus que tu connaissais pas du tout. Alors, je te confirme que je ne connaissais rien à la santé et que c'est sûrement pour ça que j'ai osé y aller. Je sais ce que tu veux dire. C'est certain. Et en fait, c'était complètement par hasard, en toute sincérité, parce que le projet est né d'une expérience perso d'un de mes enfants, parce que je suis aussi maman de 4 enfants, et que j'ai un de mes enfants qui s'est fait une entorse au ski, comme je pense beaucoup de gens, voilà. Et j'ai voulu rapporter la telle que mon fils a portée pendant 10 jours sur son jean à ma généraliste en lui disant tenez, je n'en ai plus l'usage et il va prendre 10 cm en 2 ans, donc ça sera plus jamais utilisé. Et je souhaite de plus rebêter le genou. Voilà. Et elle m'a dit non, je ne peux pas la récupérer. Et c'est donc né de cette expérience parce que j'étais sans doute plus sensible à ces sujets-là. Et que quand j'ai quitté le groupe Eram, j'ai vécu cette expérience et je me suis dit si c'est pas possible, je vais le rendre possible. Excellent. Et alors attends, parce qu'en fait moi j'étais persuadé en ayant vu ton profil LinkedIn que c'était parce que tu avais cette idée-là que tu es parti d'Eram, mais en fait non, tu étais en fin de parcours, disons, où tu en avais marre et tu voulais passer à autre chose. Ouais, le Covid a été un petit peu fatal et on était, après avoir lancé la location de chaussures, toutes ces expériences multiples, je me suis dit, en fait, je lance quelque chose en intrapreneuriat, mais en fait, pourquoi est-ce que moi, je me lancerais pas toute seule dans quelque chose ? Donc après 20 ans de salariat, je me suis dit à mon tour de faire autre chose. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et justement, alors de ce constat où ta généraliste te dit je reprends pas la telle, est-ce que tu peux nous dégrossir un peu le sujet au niveau macro? C'est quoi le marché? C'est quoi le nombre grossier de ventes et qu'est-ce que ça représente tout ça, mettons à l'échelle française déjà? Donc au niveau français, il faut savoir que ce sont des produits qui sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie et les mutuelles et qui représentent un marché de 500 millions d'euros dépensés chaque année. Voilà. Ok. Tout simplement. Et donc en plus, on peut partir du principe que c'est du 100% usage unique. C'est de l'usage unique dans le sens où c'est un patient, un utilisateur et une fois que le produit a été porté, jusqu'à maintenant, la réglementation ne permettait pas de lui donner une seconde vie. C'est tout, c'est exactement ce point-là sur lequel les évolutions réglementaires sont en train de se faire puisque désormais, sur des produits tels que les attelles, qui sont des dispositifs médicaux à usage individuel, on peut désormais les remettre sur le marché pour leur donner une seconde vie. Ok, et ça, donc là, dans les 500 millions d'euros, tu parles exclusivement des attelles pour le moment ? Je te parle de tout ce qui est, matériel, ce qu'on appelle petit appareillage orthopédique. Voilà. Donc petit appareillage dans le sens faible complexité de fabrication? Non, pas du tout. Petit appareillage orthopédique, ça inclut tout ce qui est matériel de compression, qui est utilisé suite à soit du trauma. Il faut savoir que chaque jour, pour illustration, il y a 6000 entorses de cheville par jour. Voilà, What? petit exemple.
Voilà, donc c'est à la fois en tout ce qui est traumatique, quand on a eu une entorse, voilà, et à la fois c'est tout ce qui va être aussi opération d'orthopédie quand on s'est fait opérer et qu'on doit porter pendant quelques semaines des attelles pour immobiliser le membre. Et si on en revient un peu au produit tel qu'il est aujourd'hui, enfin, même s'il y a une grande diversité, hein, tu parlais des membres supérieurs ou des jambes, etc. Voilà. C'est principalement quoi la matière, enfin les grandes matières pour faire ces attelles? Donc voilà, le vrai lien qu'il y a entre ma première vie chaussure et ces attelles, c'est que ça m'est paru le produit le plus évident dans sa fabrication et dans sa complexité de montage, mais qui est très proche des chaussures finalement. Il y a beaucoup de matériaux qui sont assez proches. Comme dans les chaussures, il y a du métal, parce qu'on ne sait pas toujours, mais il y a un cambrion souvent dans les chaussures, il y a du métal. Il y a des différentes formes de plastique, et puis il y a du textile. Et donc c'est quand même assez proche, et c'est ce qui m'a un peu rassurée de passer d'un monde à l'autre. C'est marrant parce que tu vois, avant que tu me dises ça, je voyais pas de lien, mais effectivement, la matière effectivement fait le lien, ouais, c'est top. Et alors, comment tu t'es dit, comment tu t'es rassuré en fait en voyant ces éléments-là, parce que encore une fois, milieu médical, moi j'ai toujours, j'ai rencontré pas mal de monde sur le sujet, et à chaque fois, ce qui revient, c'est les contraintes d'hygiène, les contraintes réglementaires et tout, et à chaque fois, en fait, c'est une bonne excuse pour que rien ne change, quoi. Je te confirme. Je te confirme qu'on m'a énormément dit n'y va pas, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, il y a trop de barrières. Enfin, on m'a mis énormément de freins. Voilà, au départ. Mais je suis du genre un peu tenace. Et voire même, plus on me dit que ce n'est pas possible, et plus j'ai envie d'y aller. Et j'ai démarré, en fait, donc il y a plus de 3 ans et demi même, en partant d'une feuille vraiment blanche. Mais avec cette expertise et mon âge de jeune start-upeuse qui me permettait d'avoir déjà du réseau dans l'économie circulaire, etc. Et qui m'a beaucoup... Enfin, les gens m'ont beaucoup ouvert la porte. Et j'ai fait une centaine d'interviews à la mode Rob Spiro, donc je remercie, voilà, qui était... je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est, mais c'est vraiment... Non, ouais. C'est vraiment une méthode qui vient juste questionner avec plein de questions ouvertes des experts de tout... Enfin, des experts, oui, tu vois, j'ai interviewé, mais un nom, quand je te dis j'ai fait 100 interviews, je pense que c'est vrai, j'ai vraiment été questionnée énormément de personnes, que ce soit de la pharmacie en passant par les industriels, les réseaux d'établissements de santé, les institutions, voilà. J'ai accroché énormément de gens qui m'ont tous ouvert leurs portes, donc ça c'était vraiment une grande chance pour moi. Un bon signal aussi. Ça m'a nourri énormément et j'ai vraiment identifié où étaient les problématiques, ce qui était possible, pas possible, etc. Alors pourquoi je te dis ça, donc j'ai mis beaucoup de temps à faire cette espèce de débroussaillage. Et effectivement, il y en a plein qui m'ont dit c'est impossible, tu pourras pas. Mais je suis passée par la fenêtre, par la porte, voilà. J'ai vraiment fait ce pas de côté pour essayer de comprendre comment ça allait être possible, parce qu'effectivement, au départ, c'était impossible. Je veux bien le croire. Hein. C'est clair. Et puis en plus, y a tellement d'intérêts aussi qui doivent être en jeu pour que ça reste tel quel, que ça fait d'autant plus de freins pour que ça ne change pas. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a une exigence réglementaire et des normes à respecter qui font que c'est une priorité de conserver ces aspects hygiène et sécurité qui sont même pas un sujet, qui doivent être extrêmement
sérieux et fait avec une exigence qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Mais voilà, ça fait partie des contraintes, ça fait partie du cadre. Et voilà, et j'ai la chance d'être associée avec Guillaume Perret-Ducret, qui lui est l'ingénieur de notre binôme et qui est beaucoup plus, on va dire, opérationnel sur ces sujets et m'a bien accompagné sur toutes ces exigences-là pour qu'on réussisse à processer de manière extrêmement fiable notre circuit de reconditionnement. Et bien justement, ma prochaine question, c'était est-ce que tu peux nous décrire un peu le processus de reconditionnement nécessaire pour ces attelles et tous ces équipements? Donc, la première étape, c'est de collecter, puisque on estime qu'il y a 60 millions de produits qui traînent dans les placards des Français. On les récupère par l'intermédiaire de bornes de collecte qu'on installe dans les pharmacies, les cliniques, les hôpitaux, les maisons médicales, etc. Et tous ces produits sont acheminés dans notre atelier, dans lequel nous sommes actuellement, au cœur de Nantes, dans le quartier de la Santé. Et la première étape, c'est vraiment une étape de tri qui est clé dans notre process, parce que c'est ce qui vient définir si les produits vont être aptes à être remis en bon état d'usage ou non. Donc il y a un tiers des produits qui ne le sont pas. Mais parmi ça, il y a 25% qui part en don. Donc voilà, on est assez fiers de pouvoir se dire que ça finit pas en déchets, mais c'est bien réutilisé et on a des associations partenaires auprès de qui on envoie chaque mois plusieurs palettes de produits, donc déjà aujourd'hui. En plus, c'est des associations en France ou même peut-être aussi à l'étranger, j'imagine. C'est des associations en France, mais qui donc on en a plusieurs, mais on a une qui achemine tout vers les pays d'Europe de l'Est et une autre vers les pays d'Afrique. Ok, cool. Ouais, ça c'est top si tu es sûr de ça. Donc la collecte, le tri. Exactement. Et puis ensuite, toutes les phases de revalorisation, vraiment de remise en bon état d'usage. Donc, c'est d'abord du nettoyage. C'est la partie la plus importante, en fait. C'est une étape clé qui demande le plus de temps et beaucoup de manipulation sur les produits. Donc, c'est la partie sur laquelle on doit vraiment industrialiser parce qu'aujourd'hui, c'est fait encore de manière artisanale. Et puis ensuite, ce sont les étapes d'identification. Donc, c'est une étape également extrêmement importante parce qu'on est dans la santé et qu'on doit apposer de manière unique un identifiant sur chaque produit. Okay. Donc, pour le tracer pendant toute sa vie. Et donc, on a développé notre propre solution digitale interne, qui est notre Redimotech, okay. Qui vient vraiment identifier de manière unique chaque produit. Et question très, très intéressée. En fait, cette Redimotech, une fois que tu as mis cet identifiant sur ce produit, sans aller dans le secret des dieux, évidemment. Si tu retombes dessus par la suite, tu retrouveras l'identification, oui. Etc. Okay, non, excellent. En plus, c'est une obligation, donc oui. Ok, top. Mais par contre, est-ce que les fabricants de ces produits-là le font ou vont être obligés de le faire plus tard? Alors, eux, ils ont déjà une identification obligatoire sur les produits neufs. Mais tu n'as pas le droit d'y accéder? En fait, si, c'est justement une vraie évolution dans la santé, en lien avec le règlement MDR dont je te parlais tout à l'heure, qui exige qu'il y ait une traçabilité. MDR, juste pour... parce qu'évidemment, Medical Device règlement. Voilà, merci. Et qui vient, qui est systématiquement en train de mettre des nouvelles règles du jeu. Et celle de l'identification unique est déjà quelque chose qui existe. Et il y a une base EcoDM qui va venir, qui est supposée être
opérationnel dès cet été, là, l'été 2026, qui traînera peut-être, mais qui vient justement obliger tous les acteurs du marché à référencer dans une base commune européenne toutes les données des produits mis sur le marché européen. Donc, qui, d'une manière ou d'une autre, vient apporter de la transparence et qui leur impose, comme à nous, d'avoir de l'identification sur tous les produits, ce qui simplifie énormément notre travail. Bah oui, c'est ce que je me disais. Ouais. Et qui s'inscrit dans une logique qui va permettre davantage de circularité. Ok, excellent. Et oui, ça rejoint un petit peu toutes les réglementations sur tout ce qui est digital product passport, donc les passeports produits digitaux. Et en fait, comme tu me le disais effectivement avant qu'on commence l'entretien, vous, sur le milieu médical, vous êtes encore assez loin de toutes les exigences sur les produits grand public, mais en fait, finalement, vous avez des exigences qui sont très propres, même si elles sont propres que... Je pense qu'elles sont même... Ouais. Encore plus exigeantes. Beaucoup plus exigeantes. Ouais. Elles datent depuis il y a bien plus longtemps. Et donc, nous, on s'inscrit, on suit les exigences qui sont attendues et en fait, tout le cadre réglementaire qui a enfin vu le jour ces derniers mois. Tu fais la transition parfaite avec ma prochaine question. Effectivement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fameuse loi pour laquelle tu t'es bien battue aussi. Et que je continue de me battre. En fait, quand j'ai démarré ce projet... où on m'a dit que ce serait impossible, c'est que, pour une bonne raison, c'est qu'il existait une directive européenne qui faisait suite à la loi AGEC de 2020, qui venait annoncer qu'on allait pouvoir remettre sur le marché des produits, des dispositifs médicaux à usage individuel. Mais il était attendu un décret d'application, puisque chaque pays nationalement doit venir définir ses règles du jeu. Ce décret, il est paru en mars 25, donc 2 ans après qu'on ait démarré notre activité. Et les derniers arrêtés qui sont venus officialiser la mise en œuvre opérationnelle du projet, c'était des arrêtés qui venaient préciser les typologies de produits, le cadre normatif et... le tout dernier maillon, c'est celui de la prise en charge de l'assurance maladie sur ces nouveaux produits reconditionnés. Donc, tout ça est désormais acté, signé par notre ministre de la Santé. Et maintenant, en gros, il n'y a plus qu'à. Mais ce dernier maillon de prise en charge de l'assurance maladie reste encore une ligne de remboursement à écrire qui demande encore des travaux du ministère sur lequel c'est mon dernier gros combat, on va dire, administratif pour que demain, en pharmacie, quand tu viens t'équiper parce que tu t'es fait une entorse de la cheville, on te met à disposition un produit qui a déjà eu une première vie et de manière en fait systématique, à la manière de ce qui s'est passé dans les médicaments avec le générique. Ouais. Voilà, c'est ça l'ambition. Et justement, ça m'amène aussi à une autre question, c'est le modèle économique de Redim, c'est finalement tout simplement de la vente de produits. Exactement. En fait, nous, notre modèle économique est basé sur la revente des produits remis en bon état d'usage. Bien sûr, on associe à ça une vraie offre servicielle parce que ça s'intègre aussi dans une offre globale de mise à disposition de bornes de collecte. Mais le modèle économique, il est basé sur la revente des produits. Et puis ta chance, c'est que s'il y a 6000 entorses par jour en France, c'est que tu risques pas de manquer de besoins. Alors, je crois en plus que ça fait partie des rares marchés qui sont en pleine croissance. C'est clair. À la fois
parce que les Français vivent de plus en plus longtemps, qu'ils sont actifs de plus en plus longtemps. Ouais. Donc, ils sont, voilà. Donc, c'est un marché qui est à plus 5 chaque année. Et c'est plus de 6 millions de produits qui sont remis sur le marché chaque année. Ah ouais, ok. Donc, quand tu parles des 6 millions, c'est évidemment des produits neufs qui sont remis sur le marché. Tout à fait. Ouais. Et oui, parce que souvent, en fait, tu te dis, oui, bon, le réemploi, c'est bien, mais bon, le plus dur, c'est toujours d'aller trouver le prochain client, etc. Mais finalement, si tu sais que ça ne va pas se tarir, c'est quand même assez cool. Ok, très clair. Et est-ce que justement, mis à part cette vente et puis le service de collecte que tu proposes, est-ce que tu imagines d'autres prestations ou d'autres types de produits sur lesquels tu aimerais te concentrer par la suite ? Tout à fait. On a démarré avec ces produits qui sont les attelles et les orthèses parce que pour nous, c'était le produit le plus populaire, le plus visible et le plus évident. Et une chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est ça que je voulais te dire, c'est que tu m'as demandé ce qui m'avait rassurée au départ quand j'ai voulu aller dans la santé alors que tout le monde me disait que c'était impossible, c'est qu'il y a un chirurgien, alors je ne sais pas s'il se reconnaîtra et si lui-même s'en souvient, dans mes nombreuses interviews, c'est ça que je voulais te dire, il y en a un qui m'a dit vous mettez une tige en métal et du scotch et ça marche. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, voilà. Ok, donc si je le fais pas hyper bien, je vais pas, je vais pas porter préjudice à un patient. Et ça m'a vachement rassurée, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des exigences légales, réglementaires de dingue, et en fait, dans la pratique... Exactement. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, on est parti du produit qui met tout le monde d'accord. Ouais. Aussi bien professionnels de santé que patients, parce qu'ils vont pas en avoir un usage long, parce que on le voit, 87% des Français sont prêts à se débarrasser de ces produits sans aucune contrepartie financière. Donc, il n'y a pas de frein au niveau des usagers. Enfin, je sais pas à toi que je vais dire que maintenant, la seconde main est devenue tellement la norme que vraiment les patients attendent qu'il y ait dans la santé aussi la possibilité de s'équiper en seconde main. Et puis... Alors ça, c'est intéressant parce qu'en plus, tu fais vraiment la transition parfaite avec mes questions. Moi, j'avais juste une appréhension, c'est de te dire souvent, notamment par exemple, tu sais, tous ceux qui vendent des lunettes, souvent les gens, tu sais, ont cet état d'esprit de se dire ah mais c'est pas moi qui paye, c'est la Sécu ou ma mutuelle, donc je vais leur faire cracher, donc je vais pas forcément aller chez Lunettes pour tous qui va me promettre des lunettes tout à fait fonctionnelles, etc. pour je sais pas 50 ou 100 euros. Je vais aller chercher des montures assez chères, etc. parce que je veux qu'ils payent et que c'est prévu dans ma mutuelle, etc. Mais là en fait comme t'es pas du tout sur un objet je veux dire d'attachement et puis avec une signification sociale quelconque, c'est même plutôt une emmerde, je dirais. C'est généralement quand on porte une attelle, c'est pas pour le plaisir. Donc oui, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est de l'usage. On a juste besoin d'un usage. On est c'est vraiment de l'économie de la fonctionnalité pure. Et donc une fois qu'on s'en est servi, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit de la location. C'est des produits qui sont utilisés en moyenne 2-3 semaines et qui ont une garantie fabricant de 6 mois. Donc tu multiplies, tu sais que tu peux avoir 10 vies. Après c'est sûrement pas la moyenne possible, mais déjà si on en donnait 2, 3, 4, c'est évident que c'est possible. Surtout que la plupart de ces produits sont produits où d'ailleurs? Beaucoup, très peu en France déjà, ça, c'est une certitude, même s'il y a encore du tricotage, des matières comme ça, mais qui sont pas faciles à reconditionner, donc au moins c'est bien, ça continue à être fabriqué en France, il n'y a pas de problème, c'est pas des produits qu'on va reconditionner. Pour tout le reste, c'est beaucoup Afrique du Nord, et puis bien sûr l'Asie, beaucoup, énormément. Et tu as parlé d'économie de fonctionnalité sur ces produits, ça j'imagine que c'est vraiment une étape suivante, parce que déjà si tu arrives à revendre du reconditionné c'est bien, j'imagine que là ce sera, en plus tu pourras faire appel à ton expérience chez Bocage. Ouais. Je sais que, c'est mon combat, c'est vraiment de donner une seconde vie, parce que je sais que la location, quand on vient apporter des
vraiment des contraintes organisationnelles supplémentaires dans notre système de santé qui est déjà extrêmement complexe. Oui, c'est clair. Je préfère prioriser les sujets, donc je pense qu'on n'y est pas encore. Ok. Et tu as parlé éventuellement de diversité produits. Est-ce que tu as des idées? Je sais en plus que tu es en contact avec Bédoni Pommier qui est passé dans le podcast il y a presque un an déjà. On le salue. Bref, c'est quoi tes prochaines étapes? Parce qu'on a vu un petit peu les ventes de produits que tu pouvais imaginer, mais est-ce qu'il y a des diversifications aussi sur cet aspect-là? Oui, tout à fait. Forcément, on est très en lien avec à la fois les établissements de santé, donc tous les établissements de cliniques, d'hôpitaux, avec les réseaux de pharmacies, etc. Ce qui nous a fait mettre un peu les pieds sur toutes les typologies de produits et on a des vraies ambitions de diversification pour aller vers d'autres typologies de produits qui sont aussi tellement, il y a tellement de catégories de produits qui aujourd'hui font face à des gaspillages et des durées d'utilisation qui sont tellement en dessous de la durée de vie réelle des produits on est très sollicité aussi bien par les industriels, les fabricants qui sont en recherche de solutions pour récupérer les produits après usage, et que les établissements de santé qui sont désespérés de voir les déchets qu'ils génèrent et donc à l'intérieur de ça des produits qui pourraient connaître une seconde vie. Et puis en plus ils ont des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. Voilà, donc tout ça fait que c'est des belles opportunités pour nous et qu'on a beaucoup de dossiers ouverts avec un grand nombre d'acteurs. Il y a beaucoup de perspectives. Top. Et évidemment, l'impact par rapport au neuf, du réemploi des attelles, puisque c'est les principaux produits sur lesquels tu travailles aujourd'hui. Est-ce que ça a été évalué? Je sais bien que, étant donné la variété des compositions des produits sur lesquels, même au sein des attelles qu'il y a, est-ce que tu as des ordres d'idées de grandeur par rapport aux impacts d'évitement, disons, de déchets En fait, c'est très simple. C'est des analyses de cycle de vie qu'on est en train de faire et de finaliser. Mais on est au-delà de 50% de gain d'impact CO2 par produit qui va connaître une seconde vie. Sachant qu'en plus, c'est des produits polymatière, donc en fait c'est impossible à démanteler, à recycler, bref, c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est sûr et certain. Excellent. Et on l'a rapidement évoqué aussi tout à l'heure, mais tout ce qui est par rapport au réemploi grand public, tu l'as rappelé, c'est que le grand public, ça y est, que ce soit pour les smartphones, même l'électroménager, le réemploi est vraiment de plus en plus installé. La plupart des gens considèrent le réemploi sur beaucoup de produits. Mais dans le milieu médical, mis à part le manque d'options de distribution, est-ce que tu vois d'autres freins? Je pense qu'il ne faut pas être naïf et que si demain, quand on se rend dans notre pharmacie pour avoir un produit pour immobiliser sa cheville et qu'on a le choix entre un produit neuf et un produit reconditionné, je dis on volontairement, mais vraiment, je pense que ça risque d'être compliqué s'il n'y a pas un système incitatif. Parce que quand on y a droit, entre guillemets, qu'on a l'habitude d'être pris en charge à 100% sur ce type de produit neuf, ça demande quand même faut vraiment, je pense qu'il faut être très réaliste. À la marge, on aura peut-être 20% des patients qui seront extrêmement sensibles à ces sujets d'environnement et qui auront envie d'aller sur des produits. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un système incitatif
qui permettent aux patients d'être soit mieux remboursés, soit d'avoir un bonus. Et c'est des choses qu'on est en train de mettre en place avec justement l'assurance maladie, les mutuelles. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. J'imagine que les mutuelles elles seraient très très intéressées. Voilà, Quoi. Exactement. Pour qu'il y ait vraiment une incitativité du système pour privilégier l'usage du reconditionné quand c'est possible. Et justement, enfin, même si j'imagine que c'est toujours en discussion, toi, tu as des idées d'incitation qui pourraient être assez pertinentes ? Zéro reste à charge quand il y a du reste à charge pour le reste. On est en train de parler de beaucoup d'évolutions avec notre système de santé qui tire de partout et d'aller chercher des économies. Donc il faut être réaliste. Demain, on aura des restes à charge systématiques sur les produits. Donc si on peut imaginer que sur les produits reconditionnés, il n'y ait pas de reste à charge. Et on peut imaginer aussi... parce que c'est à toutes les parties prenantes, donc aussi bien les pharmaciens que les patients. Il faut inciter tout le monde. Et pour que les pharmaciens s'embarquent aussi dans la boucle, il va falloir qu'on réussisse à trouver des marges similaires. Peut-être même supérieures, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est des discussions qui sont... on est en plein cœur de ces sujets, mais on a pas te faire lâcher des infos. Ouais, donc c'est surtout que je n'ai pas la réponse finale, mais on a confirmé en fait l'intérêt et la volonté de tous les acteurs de vraiment accélérer suite à ces dernières évolutions réglementaires. Tous les acteurs sont prêts, tout le monde veut y aller, des industriels jusqu'aux organisations administratives et les pharmacies et les établissements de santé. Donc voilà, l'écosystème est prêt. Maintenant, il faut juste donner un cadre pour que tout ça se mette en place le plus rapidement possible. Et si on se projette un petit peu plus dans le temps, sachant que, comme tu l'as dit, le décret va vous faciliter un peu la vie, mais maintenant, vous avez aussi fait récemment une levée de fonds. C'est quoi vos objectifs, mettons, dans 3 ans ? Donc, on est en train de finaliser notre levée de fonds. Tout ça est en cours de finalisation. Okay. Ah oui, mais il y a une première qui a été annoncée il y a quelques temps. C'est juste que dans les médias, tu sais, ils disent toujours des formules qui peuvent porter après justice. Enfin, porter question. Voilà, c'était Redim lève 1,6 million. Oui, nous sommes en train de lever 1,6 million. D'accord. C'est pas finalisé, mais c'est comme si c'était fait. On est vraiment à la fin. Et donc, tout ce projet de financement, il est fait pour financer la R&D, tous les investissements pour industrialiser notre modèle, pour recruter, puisqu'aujourd'hui on tourne beaucoup à coup de stagiaires, mais l'objectif c'est de structurer une équipe dans le temps. Et puis le dernier volet, il est réglementaire autour de tous les coûts d'audit et de certification qui sont très importants dans la santé. Donc, dans 3 ans, l'objectif, c'est de reconditionner 300 000 orthèses et puis d'avoir une équipe de par 30 personnes. Par an. Okay. Dans 3 ans. Okay. Voilà. Bravo, franchement, c'est hyper ambitieux. Vous êtes à combien de milliers pour l'instant ? Quelques milliers. Voilà. Putain, bravo. Je te souhaite surtout bonne chance parce que franchement, je suis assez admiratif d'avoir tenu aussi longtemps pour attendre des décrets et tout. Moi, je sais que j'aurais pas eu la patience en tout cas. Et qu'est-ce que j'allais te demander ? 2 petites questions pour terminer. C'est un peu nos questions récurrentes. C'est si tu devais croiser Clémence à la sortie de l'ESCA, puisque tu as fait cette fantastique école, quel conseil tu te donnerais pour ta carrière finalement ? De jamais lâcher. Je pense que la ténacité, ça te parle, c'est clair. Et autre question, mais là on va se projeter plus dans le temps. Quand on partira du principe dans les 30 ou 40 ans, quand tu seras au contact de tes petits-enfants qui seront en âge de discuter avec toi, boulot, etc. Et que finalement tout ce qui est réemploi d'équipements médicaux dans tous les sens, ce sera évidemment la norme. Comment tu leur parleras de l'aventure Redim de 2026 ?
C'est une bonne question, mais je, je, je- T'es en train d'imaginer tes petits-enfants. Ouais. C'est pour ça. Non, mais c'est pas facile comme question. Euh, je pense que voilà, je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. J'espère, hein, je le souhaite du fond du cœur que ça sera devenu la norme et que moi, je pense que j'ai juste ouvert une voie évidente. Mais j'ai surtout, parce que si tu veux, le nombre de gens qui m'ont dit, j'y ai pensé, mais bien sûr, mais c'est évident, c'est évident. Et en fait, c'est pas l'idée qui compte, parce que bien sûr que c'est une évidence, mais c'est la mise en œuvre. L'exécution, ouais. C'est ce qu'on dit souvent. 1% c'est l'idée, 99% c'est de l'exécution. Et là, je confirme. Parce que tu n'imagines même pas le nombre de gens. Ah, mais c'était mon idée, j'ai eu la même idée. Oui, moi aussi, j'ai eu l'idée du beurre, j'ai eu l'idée de machin. C'est pas du tout une grande idée, j'ai pas eu du tout une grande idée. Tout mais j'ai eu la résilience de le mettre en œuvre. Excellent. Très bonne leçon pour tout le monde et moi le premier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, non, ça va être tout plaisir pour moi. J'espère que Redim Médical aura une longue vie et pourra donner des nombreuses vies à tous ces dispositifs médicaux. Top. Surtout bonne chance à toi et à Redim et puis à bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao.